Nous allons maintenant inviter, pour nous parler du marché de la dette souveraine et du calendrier des émissions des titres publics 2023, Madame Oulimata Ndiaye Diassé, responsable du département conseil et assistance aux États chez Humo à titre. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Je sais qu'il faut tenir les timings, donc on va aller vite. Bonjour à tous. Parfait, nous on est prêts. Alors, ce qui est très très pratique, c'est que depuis 3 jours, tout le monde explique que 2023 sera une année très compliquée. Donc je pense que vous êtes tous prêts mentalement à ce qui va arriver par rapport au calendrier 2023. Nous allons d'abord regarder ensemble comment le calendrier 2022 a été exécuté. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été communiqués par M. Bossou hier. Nous allons les revoir sous un angle différent. Ensuite, nous regarderons l'évolution des indicateurs du financement des États sur le marché des titres publics avant d'arriver aux besoins de financement en tant que tels sur l'année 2023. Et c'est l'occasion de vous présenter également quelle est la stratégie d'élaboration du calendrier d'émission. Comment est-ce que nous nous y prenons pour préparer ce calendrier, mettre des dates, des montants, des maturités. Il était important de mettre un petit peu de sens derrière tout cela. Tout d'abord, concernant donc le bilan de l'exécution du calendrier sur l'année 2022, ce qui était prévu initialement sur le calendrier, c'était de mobiliser 4 672 milliards. Donc, nous parlons du calendrier tel qu'il avait été publié au mois de janvier 2022. Au final, ce sont 582 milliards supplémentaires qui ont été mobilisés, soit 5 254 milliards, avec donc 125 émissions. Beaucoup d'instruments par rapport à ce qui avait été prévu, dans la mesure où ce calendrier bouge, nous l'adaptons en permanence. Donc sur la fin de l'année, enfin même dès le second semestre, nous avons eu beaucoup d'opérations simultanées, ce qui explique que le nombre d'instruments soit passé à 221 titres émis, avec un montant moyen d'émission de 24 milliards. Au total, ce sont 1 755 milliards de bons du Trésor qui ont été émis, dont 702 sous la forme de bons de soutien et de résilience, et 3 500 milliards, 3 489 très précisément, d'obligations assimilables du Trésor, dont 2 550 milliards d'obligations de relance. Alors, il a beaucoup été question ces derniers jours de la maturité des titres émis, en disant que les États cherchent effectivement à émettre des titres longs tout le temps. Lorsque vous regardez comment évolue le calendrier, il dénote de la capacité, en tout cas les États s'adaptent. Capables ou contraints, ils s'adaptent dans tous les cas. Ce qui était prévu en termes de maturité moyenne ou durée de vie moyenne des titres émis lors de l'élaboration du calendrier, nous étions sur une durée de près de 5 ans. Au final, nous avons émis des titres avec une durée de vie de moyenne de 3 ans et 11 mois, donc à peu près 1 an perdu sur le portefeuille des États par rapport aux instruments émis sur l'année 2022. Donc toujours sur cette même année, nous avons vu, je pense que mon collègue hier l'a exprimé, que majoritairement la majeure partie, des mobilisations s'est faite sur les maturités moyen terme, 3 ans, 5 ans, et sur le début du long terme, du segment long terme, à savoir le 7 ans. Donc là aussi, effectivement, on peut dire que les États cherchent toujours à mobiliser des maturités très longues et à rallonger la durée de vie moyenne de leur portefeuille, ce qui est logique et en adéquation avec ce qu'ils financent en face. Toutefois, cela cache un certain décalage par rapport à ce qui était prévu initialement. Lorsque nous regardons sur le tableau, excusez-moi, je ne déroule plus les slides depuis tout à l'heure. Voilà, beaucoup mieux.
Donc lorsque vous regardez sur le tableau, vous voyez que les États étaient censés mobiliser. Si je prends par exemple la maturité 10 ans, sur l'année 2022, près de 792 milliards. Ce sont 351 milliards uniquement qui ont été mobilisés sur cette maturité, dans la mesure où les calendriers ont fait l'objet d'ajustements successifs pour tenir compte de la situation du marché. Donc, lorsque nous regardons sur les segments entre le 5 ans et le 15 ans, il y a eu effectivement un report des montants qui devaient être mobilisés sur ces maturités vers le 12 mois et le 3 ans et le 5 ans, afin de s'ajuster effectivement aux contraintes du marché. Alors, pour finir, ce qui était intéressant sur cette année, c'est que, globalement, entre la bonne dynamique du marché sur le premier trimestre et le début du deuxième trimestre, et également les ajustements qui ont été effectués par les émetteurs, au global, ils ont pu afficher des baisses au niveau des rendements moyens sur les instruments qui ont été mobilisés au cours de l'année. Ce qui permet bien évidemment de venir soulager un petit peu le service de la dette des émetteurs. Après avoir regardé 2022, comment est-ce que tout cela a impacté les indicateurs de financement sur le marché des titres publics? En faisant une petite rétrospective, donc en remontant jusqu'en 2016, nous pouvons voir que les montants mobilisés par les émetteurs n'ont pas cessé d'augmenter ces dernières années. Donc, cela témoigne effectivement d'un besoin croissant des États qui sont engagés dans des programmes de développement très ambitieux, mais également d'un accompagnement constant des investisseurs que vous êtes, et c'est encore le lieu de vous en remercier. Vous voyez donc que d'un montant de 3 330 milliards en 2016, nous avons subi une période un petit peu plus compliquée sur 2017, 2018, période durant lesquelles non seulement les montants mobilisés par les émetteurs ont fortement baissé, 2 433 milliards très exactement en 2018, mais également la durée de vie moyenne des titres émis à ces moments-là. Une bonne dynamique a été retrouvée à partir de 2019, et 2020 et 2021 ainsi que 2022 ont été de très très bonnes années en termes de mobilisation sur le marché des titres publics, avec des montants supérieurs à 5 000 milliards et des durées de vie moyennes sur les titres émis qui ont presque atteint les 4 ans. Tout cela pour nous donner, au 31 décembre 2022, un stock de la dette par adjudication qui est de 12 247 milliards. Lorsque nous regardons ce montant qui a été mobilisé au fil des années, qu'est-ce que cela traduit en termes de financement net? Parce qu'effectivement, les États mobilisent, une partie est affectée au remboursement, mais quelle est la partie qui est vraiment dédiée pour effectuer de nouveaux investissements, pour contribuer vraiment d'année en année au développement de nos États? Vous voyez que c'est un montant qui, lui aussi, est relativement conséquent ces dernières années. Après 2017-2018, qui étaient des années, et même 2019, qui étaient des années un petit peu plus compliquées, à partir de 2020, les États dégagent un financement net sur le marché des titres publics qui est relativement conséquent, de l'ordre de 2 000 milliards. 2022 est une année un petit peu moins faste, j'ai envie de dire, avec 1 422 milliards en termes de financement net. Et je pense que c'est là où les choses vont être intéressantes pour 2023. Mais avant d'y arriver, juste vous redonner les grands agrégats de notre marché des titres publics en termes de stock de la dette. Au 31 décembre 2022, nous avons un stock de la dette, donc un encours global, qui est de 12 250 milliards, se répartissant entre 911 milliards de bons du Trésor et 11 324 milliards d'obligations du Trésor. Un risque de refinancement qui est à peu près maîtrisé aux alentours de 24,20%, si nous regardons le pourcentage du stock de la dette qui arrive à échéance
sous un an. Et enfin, une durée de vie moyenne de ce portefeuille qui a bien augmenté ces dernières années pour atteindre 3 ans et 4 mois. Tout ceci nous amène donc à nos besoins de financement sur l'année 2023. Sur l'année 2023, nous avons 6 789 milliards à mobiliser sur le marché par adjudication, 2 752 milliards à mobiliser par syndication, sur la base donc des éléments fournis à date, soit un montant total à mobiliser sur le marché des titres publics par les 8 émetteurs de 9 361 milliards de francs CFA. Je pense que maintenant la balle est dans votre camp. Ça fait 3 jours qu'on en parle. Maintenant, nous comptons tous sur vous. Comment se décompose ce montant ? Lorsque nous regardons entre les différents types de produits, déjà pour commencer, nous avons à peu près 940 milliards de bons infra-annuels. Ce montant est amené à évoluer à la hausse au cours des prochaines semaines et certainement dans le courant de l'année, parce que tout simplement, nous allons y revenir un petit peu plus en détail. L'objectif, c'est vraiment de dynamiser ce segment court de la courbe des taux. Et pour ce faire, effectivement, il va falloir renforcer les interventions des États sur les instruments infra-annuels. Les bons du Trésor qui arrivent à échéance au-delà du 31 décembre, donc qui sont des instruments budgétaires, nous en avons pour 1 351 milliards au total. Les obligations du Trésor, 4 497,5 milliards. Donc un total par adjudication de 6 789, mais qui vraiment est amené à évoluer. On n'y est pas encore. Pour les émissions par syndication, pour le moment, les montants communiqués par les émetteurs se montent à 2 571 milliards, ce qui nous amène donc à ce total de 9 361 milliards sur le marché. En termes de maturité, les États ont entendu que, effectivement, le rallongement avait peut-être atteint ses limites, que nous étions dans un marché un petit peu plus contraint et qu'il fallait bien évidemment s'adapter aux capacités des investisseurs. Nous avons une durée de vie moyenne, vous vous souvenez, sur la première slide, élaboration du calendrier 2022, durée de vie moyenne des titres à émettre, 4 ans et 11 mois. Élaboration du calendrier 2023, durée de vie moyenne des titres sur l'année 2023, 3 ans et 6 mois. Donc, effectivement, les émetteurs ont ajusté, au moment de l'élaboration de leur stratégie d'endettement, les maturités sur lesquelles ils souhaitaient intervenir. Cela vous donne ce breakdown que vous avez à l'écran, avec donc 33% d'instruments à mobiliser sur le segment court terme, du 3 mois au 12 mois pour le moment, un montant qui va sûrement augmenter. Sur les instruments moyen terme, donc le 3 ans et le 5 ans, c'est là que nous retrouvons le gros de nos instruments avec à peu près 47% des montants à mobiliser. Et sur le long terme, entre le 7 ans et le 15 ans, nous avons 20% des mobilisations qui sont prévues sur ce segment. Le financement net attendu sur le marché par adjudication pour l'année 2023, après 1 400 milliards en 2022, nous attendons 3 842 milliards sur le seul marché par adjudication pour l'année 2023. Et si nous y rajoutons les émissions par syndication, ce financement net passe à 5 300 milliards. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste face aux chiffres que je vous énonce, je ne comprends pas pourquoi, et c'est un peu inquiétant. C'est vrai que vous me disiez, oui, on va les sortir, dès le premier trimestre, on n'en parle plus.
Donc voilà, vous voyez un petit peu tout l'enjeu auquel nous allons faire face sur l'année 2023. Et c'est peut-être le lieu de vous dire que, je vais y revenir dans quelques instants, nous savons qu'il y aura des adaptations, nous savons qu'il y aura des ajustements. Les États le font très bien, de manière régulière, dans la mesure où le calendrier est révisé plusieurs fois dans l'année pour tenir compte un petit peu de toutes ces contraintes. Mais c'est aussi, je pense, tout le sens des actions qui sont menées en termes de développement de ce marché des titres publics, de développement du marché secondaire, toutes les actions que nous souhaitons que vous, aujourd'hui, acteurs de ce marché des titres publics, vous puissiez mener en tant que banque, en tant que SGI, afin non seulement d'élargir cette base investisseur, mais également de l'approfondir pour disposer d'un marché qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus liquide. Alors, quelques mots sur la stratégie d'élaboration du calendrier. Je pense que j'ai encore un petit peu de temps. Oui, très bien, parfait. Il était important de revenir avec vous sur comment aujourd'hui ce calendrier est élaboré au niveau de la zone UEMOA. Alors, nous nous sommes basés sur les meilleures pratiques que nous pouvons observer en termes d'élaboration de calendrier. Bien évidemment, c'est un processus qui est toujours en perpétuelle amélioration, mais l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de hisser ce marché au niveau des meilleures pratiques. Et à cet effet, sachez que les émetteurs ont signé un nouveau guide des bonnes pratiques, en tout cas validé un nouveau guide des bonnes pratiques par le biais desquels ils s'engagent au cours des prochains mois, des prochaines années, à atteindre ces meilleures pratiques successivement. Donc nous allons y aller progressivement, bien évidemment. C'est monitoré, ils disposent d'indicateurs, on suit en permanence comment est-ce qu'ils évoluent sur les différentes pratiques en termes d'émissions, en termes de gestion de dette et également en termes d'intervention sur d'interaction avec les investisseurs. Le premier principe d'élaboration de notre calendrier sur le MTP, c'est la prévisibilité et la régularité, tant que faire se peut. Il est vrai qu'à un moment, on a évoqué des annulations sur les calendriers, sur les émissions. Bien évidemment, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas ce que nous préférons, hein, bien évidemment. On préfère avoir un calendrier qui déroule. Aujourd'hui, dans la manière dont ce calendrier est construit, sachez que chaque émetteur intervient sur un jour qui est fixe. Donc, vous savez à l'avance que les mardis, c'est la Côte d'Ivoire qui intervient, c'est l'État de Guinée-Bissau qui intervient. Sur l'année 2023, par exemple, la Côte d'Ivoire interviendra en moyenne une fois par semaine, en moyenne, pour des montants moyens de 65 milliards. Le Niger interviendra en moyenne 2 fois par mois, les jeudis, systématiquement, pour des montants moyens de 25 à 30 milliards. Donc, vous avez une première information en tant qu'investisseur en termes de prévisibilité. C'est une chose à laquelle nous sommes vraiment très attachés. On essaie de ne pas bouger les jours d'émission. Après, effectivement, nous pouvons avoir certains ajustements parfois. Mais aujourd'hui, ce sont les jours qui sont dédiés aux émetteurs et vous avez les fréquences par mois ainsi que les tailles moyennes des émissions. Le deuxième point, c'est la standardisation des instruments. Cela a été évoqué comme un des éléments sur lesquels il y a eu beaucoup d'avancées sur le marché. Et il s'agit bien évidemment d'un point sur lequel nous continuons à travailler, car nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est de bâtir et de disposer uniquement d'instruments benchmark qui sont indispensables pour avoir un marché secondaire qui soit le plus liquide possible. Disposer d'instruments benchmark, cela nécessite donc déjà de définir ces maturités benchmark. Sur le marché des titres publics, les maturités benchmark qui ont été définies sont le 3 mois, 6 mois et 12 mois pour la partie courte de la courbe.
Sur les obligations, nous sommes sur le 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans et 15 ans. Un instrument benchmark se définit également par des gisements conséquents. Donc effectivement, lorsque vous avez des micro-lignes, des instruments avec des tailles qui sont très petites, cela ne permet pas d'avoir, en tout cas cela ne facilite pas les transactions sur le marché secondaire. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous souhaitons éviter. À cet effet, pour faire ces gisements conséquents, les émetteurs s'engagent à abonder les instruments au maximum, avec des tailles qui vont augmenter au fur et à mesure. Après, bien évidemment, ce n'est pas un abondement qui va être systématique, dans la mesure où il gère des profils agrégés d'extinction qui comprennent la dette de marché intérieur, qui comprennent les prêts bilatéraux, qui comprennent tout autre type de prêts, les eurobonds, etc. Et donc, selon les mois, ils pourront abonder ou pas certains instruments. Et enfin, le dernier point pour définir nos instruments benchmark, ce sont bien évidemment des caractéristiques standards. Vous avez remarqué que sur ce marché par adjudication, tous les instruments sont désormais émis en in fine, ce qui permet effectivement de pouvoir transiger encore beaucoup plus facilement. Et nous nous attachons à avoir des caractéristiques qui sont cohérentes et standards entre instruments, surtout lorsqu'il s'agit d'un émetteur donné, pour vraiment transmettre un message qui est cohérent. Et derrière, cela engendre en fait beaucoup de conséquences, la construction de la courbe des taux, etc. Donc ce sont des points qui sont très importants pour nous, ces éléments de standardisation des instruments. Ensuite, un point qui est très important également, et cela rejoint tout ce que vous avez dit ces 3 jours passés, c'est de s'assurer que nos émetteurs interviennent sur l'intégralité des points de la courbe. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire dans la construction des calendriers, c'est de s'assurer que nos émetteurs vont intervenir à fréquence régulière sur le segment court terme de la courbe pour disposer en permanence d'une référence à court terme en vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je prends un exemple, pour un émetteur lambda, nous allons lui conseiller, après l'émetteur est totalement souverain et décide au final de son calendrier, mais la recommandation va être, il faut tous les 3 mois émettre un 12 mois. Vous allez tous les mois émettre un 3 mois. Vous allez toutes les 6 semaines émettre un instrument de maturité 6 mois. Ce qui permet effectivement de disposer en permanence de références sur ces maturités. C'est un travail qui est déjà en cours, adopté par certains émetteurs, par d'autres cela viendra un petit peu plus tard, et cela explique effectivement pourquoi nous allons, à partir de 2023, avoir beaucoup plus d'émissions à court terme dans les calendriers. Et donc, je pense que cela devrait effectivement permettre, le deuxième point très important, pour les émetteurs, le principal avantage, c'est d'optimiser le coût de la dette en intervenant sur l'ensemble de la courbe, que ce soit à court terme ou encore à moyen et long terme, parce que cela permet tout simplement d'améliorer la couverture des émissions en allant taper sur une base d'investisseurs beaucoup plus large. Ils vont à la fois pouvoir toucher les investisseurs qui interviennent sur la partie courte de la courbe, tout comme ceux qui sont beaucoup plus intéressés par des instruments de maturité beaucoup plus longue. Enfin, cela permet de contribuer à l'élaboration de la courbe des taux. Aujourd'hui, nous avons une courbe de rendement basée sur le marché primaire, mais même sur cette courbe de rendement, nous pouvions parfois constater des formes qui étaient un petit peu étonnantes, mais cela était dû tout simplement au fait qu'un émetteur pouvait rester 1 an sans émettre sur un point. Entre-temps, le marché décale fortement à la hausse ou à la baisse, et donc nous n'avons plus une courbe qui reflète vraiment la réalité des taux ou des rendements de cet émetteur donné. Et enfin, cette intervention sur l'intégralité des points de la courbe doit aider à dynamiser le marché secondaire, que ce soit pour les investisseurs que vous êtes, mais également pour les émetteurs qui sont également engagés dans des opérations de gestion active de la dette,
Donc, il est extrêmement important pour eux de savoir à chaque instant ce que vaut un 3 mois du Bénin, ce que vaut un 1 mois du Sénégal. Et enfin, le dernier point concerne la gestion de la relation des investisseurs. Donc, vous ne le verrez pas dans le calendrier, mais pour vous dire que aujourd'hui, l'élaboration du calendrier tient compte de beaucoup d'éléments qualitatifs, au-delà des simples données chiffrées que vous allez avoir lorsque nous allons le publier. La gestion de la relation investisseur est un point qui est extrêmement important. Je pense que vous l'avez mentionné à plusieurs reprises lors de vos interventions comme un axe d'amélioration sur ce marché. La mise à disposition de l'information, une information qui est fiable, une information qui est à jour, qui va vous permettre de parfaire vos décisions d'investissement. À cet effet, les émetteurs devraient organiser à fréquence au moins semestrielle des réunions à destination des investisseurs pour favoriser la transparence et qu'eux-mêmes puissent mieux comprendre directement, venant de vous, la dynamique du marché. Il y a un document qui est extrêmement important, je pense que beaucoup d'émetteurs en ont parlé, c'est la stratégie de dette à moyen terme. Donc, nous invitons aujourd'hui vraiment les émetteurs à le publier. C'est un document que vous trouverez sur le site du mot à titre. N'hésitez pas à le consulter, il est très riche en termes d'informations sur la dette des émetteurs, la dette de marché, la dette extérieure. Vous y trouverez vraiment toutes les données nécessaires et à jour normalement. De la même manière, il conviendra d'organiser de manière régulière des investor calls, voilà, pour savoir un petit peu quelle est la tendance du marché. Publier des reportings relatifs à la dette, à minima à fréquence trimestrielle. Ce sont souvent des choses qui existent, des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas publiées. Donc aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est de publier ces éléments-là pour que vous puissiez disposer à chaque instant d'une information fiable et à jour. Et également organiser des roadshows, des non-deal roadshows, bien évidemment, que ce soit au niveau de la zone. Puis n'hésitez pas également à l'extérieur de la zone, dans la mesure où nous cherchons également à avoir des investisseurs étrangers au niveau de cette zone. J'en ai fini pour ma part. Je me tiens à votre disposition. C'est ça. Bonsoir, Ahmed Falam Baxis. Les taux de coupon sont déterminés par les États ou est-ce que vous leur fournissez un conseil sur les taux de coupon? Est-ce que, excusez-moi, je n'entends pas bien. Les taux de coupon. On ne vous entend pas. Les coupons, oui, qui sont servis par les États, vous les conseillez ou c'est eux qui fixent les taux? Parce qu'en fait, on a remarqué que la plupart du temps, un État fixe un taux en début d'année et se tient à ce taux des fois jusqu'à la fin de l'année. Merci. D'accord, très bien. Donc, je réponds déjà à cette première question. Non, alors, sur les taux de coupon, il y a des échanges en continu avec les émetteurs. Bien évidemment, au final, ils sont maîtres de leurs décisions, mais nous échangeons, nous, avec les investisseurs en continu. Nous analysons en permanence les résultats des émissions, qui sont également un indicateur, et surtout le contexte de marché. Donc, les émetteurs, oui, parfois, effectivement, ils peuvent fixer un taux de coupon et s'y tenir lorsque le contexte de marché est favorable. Nous avons vu en 2021, certains émetteurs ont su jouer également avec le contexte de marché qui était très favorable et ont à plusieurs reprises baissé les taux de coupon. Donc vraiment, les émetteurs s'adaptent au contexte de marché. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte haussier. Nous avons pris 75 points de base de hausse des taux au niveau de la Banque centrale. Donc ce sont des éléments qui sont pris en considération. Et si vous regardez entre les taux de coupon qui sont pratiqués depuis le début de l'année 2023 et ceux qui étaient pratiqués en 2022, vous verrez qu'ils ont évolué à la hausse en fonction, donc en droite ligne avec l'évolution du marché. Merci, Madame Diassé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour ou bonsoir tout le monde.
Madame Diop, Ndeye Fama, Constance, CFO d'une compagnie d'assurance de la place. Donc j'aimerais revenir un petit peu sur la tendance baissière des taux que nous avons observés en 2022. Moi, en tant qu'investisseur, c'est vrai que je suis patriote, j'ai le service de la dette du côté des États, mais moi, en tant qu'investisseur, c'est quand même un rendement qui diminue au niveau de mon portefeuille. Je ne sais pas si cela est dû à quoi. Autre chose aussi, quand nous souscrivons sur le marché au niveau des adjudications avec l'UEMOA titre, on travaille en étroite collaboration avec les SGI. Mais on s'est rendu compte spécifiquement en 2022 qu'il y a eu quand même des spéculations. Des taux faciaux qui sont donnés par les États, mais au finish, on se retrouve avec des spéculations à hauteur de 10 400, 10 300, des surcotes, ce qui fait que nous, autres investisseurs que des banques, nous sommes quand même très réticents. Je pense que j'ai eu à observer un petit peu avec une de vos collègues qui m'a personnellement demandé pourquoi vous n'êtes pas venu souvent sur le marché financier en tant que groupe assureur, mais je les ai dit qu'on ne s'y retrouvait pas, contrairement aux autres années. Donc, on préférait le plus souvent attendre des émissions sur le marché financier. Des fois, 1 mois et 1 mois et demi pour pouvoir souscrire, parce qu'au niveau de l'agence UEMOA Titre, nous avons noté beaucoup de spéculations sur le marché. Je ne sais pas, ce sont les SGI qui organisent cela. Est-ce que les SGI ont des taux sur les surcotes? J'aimerais vraiment comprendre. Merci. Et aussi, un exemple que j'ai remarqué, il y a eu au moins 2 SGI à qui j'ai demandé comment ça s'appelle encore, des conseils pour le taux d'adjudication ou bien le prix que je dois faire sur telle ou telle émission d'un État. Mais ils me donnent 10 300, 10 400. L'après-midi, je consulte le résultat du compte rendu des émissions. Je me suis rendu compte que c'est vraiment en deçà. Et là, j'ai perdu une opportunité de financement qui était très importante. Donc, j'aimerais vraiment que vous m'expliquiez comment cette année-là, comment cela s'est passé. Je ne m'y retrouve plus. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Madame Diop. Alors, concernant les rendements, donc la première question qui était posée portait sur les taux de coupon. Je peux en assumer la responsabilité avec les États. Sur les rendements, je ne peux absolument prendre aucune responsabilité, vraiment. Les rendements sont faits par le marché et c'est d'ailleurs le seul indicateur de prix qui est valable, entre guillemets. Aujourd'hui, ce que nous suivons plus qu'autre chose, c'est le rendement qui est demandé par les investisseurs. Lorsque nous ouvrons une adjudication, les investisseurs viennent bider au prix qu'ils souhaitent. Donc ce sont des adjudications à prix multiples. Le cas des SGI que vous évoquez, ils sont sûrement venus effectivement avec des niveaux de prix qui étaient proches du pair ou avec des décotes. En revanche, lorsqu'il y a un intérêt qui est important, une forte appétence de certains investisseurs pour certains titres, ceux-là, effectivement, sont peut-être prêts à mettre une surcote. C'est notamment ce que nous avons observé, surtout pendant toute l'année 2021, où il y avait une très forte liquidité sur le marché, et notamment orienté marché des titres publics. Donc oui, cela s'est reflété au niveau des prix, cela s'est reflété au niveau des rendements, qui ressortaient donc en deçà des taux de coupon. Mais sur le rendement ne fait qu'exprimer vraiment le niveau du marché en tant que tel. Que ce soit les SGI, que ce soit les banques, voilà, chacun effectivement vient bider selon le prix qu'il souhaite. Et là-dessus, UEMOA Titre n'a aucunement la main. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Je crois que nous allons pouvoir nous arrêter là. Qu'en pensez-vous, Madame Diaz? Il y a une dernière question. On peut la prendre, après on arrête. Allô, c'est M. Sani Ablaye, Société nigérienne de banque. J'ai une juste petite question à vous poser. Est-ce qu'il y a-t-il une nuance entre le taux directeur de la BCEAO et le taux appliqué au bon BAT? Est-ce qu'il y a une nuance entre le taux directeur de la BCEAO et le taux appliqué au BAT? Parce que nous avions constaté ces derniers temps-là, vers fin de l'année, plus le taux directeur évolue, plus le taux de BAT évolue. Oui. Merci. D'accord, ok, très bien. Peut-être prendre la deuxième question une bonne fois.
Merci. Moi, c'est Poda Arnaud, directeur de la trésorerie au niveau de Coris Holding. Oui. Alors, ma question porte sur la présentation de tout à l'heure sur le volume des émissions prévues pour 2023. On a vu qu'il y a une mobilisation nette attendue de plus de 3 000 milliards, je crois. C'est ça. Et quand on a regardé en fait les indicateurs publiés par la Banque centrale, on a noté un rétrécissement de la liquidité bancaire sur la place suite à l'inflation qui a été observée au cours de 2022. Et le niveau d'inflation est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc la question est de savoir est-ce que vous avez pu regarder en termes d'études la capacité d'absorption du marché, du volume attendu pour 2023. D'accord. C'était ça la question. Très Merci. Bien. Merci beaucoup. Alors, si je prends la première question concernant effectivement, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'évolution des taux directeurs et l'évolution des niveaux de rendement, notamment sur les bons assimilables du Trésor, oui, j'ai envie de vous répondre que oui. Après, cette corrélation, elle va dépendre des établissements bancaires, ça va dépendre de leur structure de financement. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un bon indicateur, ces taux directeurs de la Banque centrale, du coût de la dette, ou en tout cas du coût sur le marché des titres à court terme. Après, vous allez voir que la corrélation n'est pas toujours automatique. Et puis, parfois, il y a des écarts qu'on ne s'explique pas vraiment. Donc, j'ai envie de vous dire que oui, dans les grandes lignes, il y a bien évidemment un lien. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est ce que nous constatons sur tous les marchés financiers. Maintenant, vous dire à quel est le degré de la corrélation, je pense qu'il faudrait des analyses plus fines et que cela dépend surtout, effectivement, au niveau de chaque établissement, de sa structure de coût, de ce qu'il est capable de venir, à quel niveau il est capable de venir bider pour avoir un titre ou pas. Sur le deuxième point de M. Poda, oui, bien évidemment, nous regardons la capacité d'absorption. Ce sont des éléments qui sont discutés au moment de l'élaboration des stratégies de dette avec les émetteurs, parce que la stratégie d'endettement est le lieu pour l'émetteur justement de définir un petit peu quelles vont être ses sources de financement. Est-ce que nous allons nous positionner sur le marché intérieur? Est-ce que nous allons faire des eurobonds? Est-ce que nous allons faire des prêts commerciaux à l'extérieur, etc. Donc oui, on tient compte du contexte de marché, on tient compte de la capacité d'absorption. On tient compte également des budgets des États. Et aujourd'hui, sur l'année 2023, nous avons été forcés de tenir compte du contexte de marché à l'international qui n'est pas porteur, qui est totalement défavorable pour le moment à nos émetteurs, et ce qui explique effectivement ce niveau de mobilisation beaucoup plus conséquent que sur les années précédentes. Eh bien, sur ce, je crois que nous pouvons chaleureusement applaudir Madame Diaye-Diassé. Chaleureusement. Merci beaucoup. Merci Madame Diassé.